Dans cette capsule, on va voir comment on peut calculer différentes probabilités à partir d'un réseau bayésien. Alors, on a vu qu'un réseau bayésien, ça correspond à un ensemble de nœuds. Ces nœuds-là sont organisés dans un graphe qui est orienté. Dans ce cas-ci, les arcs de mon graphe vont en fait me déterminer les propriétés des tables de probabilité conditionnelles entre ces différentes variables-là. Les probabilités des tables conditionnelles sont spécifiées à l'intérieur du réseau bayésien. Donc, c'est une autre partie de l'information qui est donnée à l'intérieur d'un réseau bayésien. Donc, on a des nœuds, on a des arcs entre les nœuds, et ces nœuds-là et les arcs entre les nœuds permettent de déterminer la taille des probabilités, des tables de probabilité conditionnelles. Puis la valeur de ces probabilités-là est également quelque chose qu'on doit spécifier dans un réseau bayésien. Commençons par le calcul de la probabilité peut-être la plus simple, à savoir les probabilités conjointes. Donc, en fait, un réseau bayésien, c'est une façon compacte de représenter ces probabilités conjointes-là. C'est une façon plus compacte de les représenter que sous la forme d'une table où on a la dernière colonne correspond aux probabilités et chaque rangée correspond à différentes probabilités conjointes pour toutes les configurations possibles de nos variables aléatoires. On a vu que par définition, un petit rappel, la probabilité conjointe de deux variables aléatoires x1 et x2, ben, c'est la probabilité, donc ces deux variables-là prennent différentes valeurs en même temps. On a vu également que la probabilité conditionnelle de x1 sachant x2 qu'on note, qu'à partir de la probabilité conditionnelle x1 sachant x2, ben, c'est possible de réécrire la probabilité conjointe x1 x2 comme étant le produit de la probabilité de la première variable sachant la deuxième fois la probabilité marginale de la deuxième variable. On aurait aussi pu écrire ça comme étant P de x2 sachant x1 fois P de x1. Donc, on peut le faire dans les deux sens. Donc, de façon générale, on sait que les probabilités conjointes peuvent être décomposées comme des probabilités locales, conditionnelles ou marginales entre les variables aléatoires. Dans un réseau bayésien, ce qu'on va voir spécifiquement, c'est que la probabilité marginale entre toutes les variables de mon réseau bayésien, ça va être le produit de probabilités conditionnelles, justement. Et les probabilités conditionnelles, ça va être celles déterminées par ou définies par mes tables de probabilités conditionnelles. Donc, ça va être les probabilités de chacune des variables aléatoires xi, étant donné les parents de ma variable aléatoire xi. Et donc, je vais faire le produit de toutes ces probabilités-là. Ça va me donner la probabilité conjointe pour toutes mes variables aléatoires. Maintenant, on va faire un parallèle entre la règle de chaînage qu'on a vue précédemment pour les probabilités. On a vu que la probabilité conjointe de n variables aléatoires, ça peut toujours s'écrire comme étant le produit des probabilités de chacune des variables aléatoires xi, sachant toutes les variables aléatoires précédentes. Donc, je définis un ordre dans mes variables aléatoires, puis là, je peux définir la probabilité conjointe sur toutes mes variables aléatoires comme étant le produit des probabilités conditionnelles de chaque variable, sachant celle qui précède dans mon ordre. Maintenant, faisons le parallèle avec le calcul des probabilités conjointes de réseau bayésien. On a que la probabilité conjointe, c'est encore une fois le produit de probabilité conditionnelle, mais dans ce cas-ci, c'est probabilité conditionnelle de xi, sachant seulement les parents. Donc, premièrement, on a que ça, c'est exactement la même formule que ça ici, si parent de xi correspond à toutes les variables aléatoires précédentes. Okay? Donc, si je remplace parent de xi par ça, j'ai exactement la même formule. Et on peut donc conclure en fait que dans un réseau bayésien, on a que ces probabilités conditionnelles-là peuvent s'écrire sous cette forme-là, quels que soient les parents tels que définis dans mon graphe. Et donc, ça veut dire en fait que, sachant mes parents, la probabilité de xi ne dépend plus des autres variables qui n'appartiennent pas aux parents de xi. Et une autre façon de voir ça, c'est qu'en fait, mon réseau bayésien va finalement me définir implicitement des indépendances conditionnelles. Donc, la variable aléatoire xi est indépendante de toutes les autres variables aléatoires qui n'appartiennent pas aux parents, étant donné ces parents-là. Et donc, à l'aide de la structure du réseau bayésien, j'ai implicitement différentes indépendances conditionnelles qui sont définies.
Faisons l'exemple du calcul des probabilités conjointes. Donc, j'ai la formule ici pour un réseau bayésien du calcul des probabilités conjointes. Imaginons que je vais calculer la probabilité conjointe sur, donc, dans mon exemple, Jean appelle, Marie appelle, alarme, cambriolage et séisme. Et la probabilité spécifiquement du cas où j'assignerais respectivement ces variables aléatoires-là à vrai, 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 faux, faux. Selon ma formule, c'est donc la probabilité de Jean appelle sachant son parent qui est alarme, fois la probabilité de Marie sachant son parent qui est alarme aussi, la probabilité de alarme sachant ses parents, cambriolage et séisme, fois la probabilité de cambriolage sachant ses parents, dans ce cas-ci, il n'y en a pas, donc c'est la probabilité a priori de cambriolage, fois la probabilité a priori de séisme. Maintenant, je consulte mes tables de probabilité pour remplacer toutes ces probabilités-là par leur valeur. Donc, si vous faites l'exercice, vous allez voir que c'est 90%, 70%, 0,1%, 99,9% et 98,8%. Donc, remarquez que ces deux derniers ici, en fait, je les ai obtenus du fait que ce chiffre-là, c'est 1 moins la probabilité d'être assigné à vrai, qui est 0,001, qu'on trouve juste ici. Puis de la même façon, j'obtiens 0,998 en faisant 1 moins 0,002. Et donc, je fais le produit de tout ça, puis ça me permet d'obtenir le calcul de ma probabilité conjointe sur toutes mes variables aléatoires pour une assignation spécifique de ces variables aléatoires-là. OK, maintenant, passons au calcul des probabilités marginales. Donc, un rappel, les probabilités marginales, c'est des probabilités calculées sur un sous-ensemble de mes variables aléatoires. Donc, par exemple, je pourrais m'intéresser à la probabilité marginale qu'il n'y ait pas de cambriolage, mais que l'alarme sonne. Alors, dans ce cas-ci, je devrais sommer sur les valeurs possibles des autres variables aléatoires qui ne sont pas observées, donc qui ne sont pas C ou A, à savoir la probabilité que Marie appelle, la variable aléatoire Marie appelle, la variable aléatoire séisme et la variable aléatoire Jean appelle. Et donc, je fais une somme sur toutes les valeurs S, J et M possibles de ces autres variables aléatoires qui ne sont pas observées. Donc, marqué dans ce cas-ci, j'ai une somme plus compliquée que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. J'ai une triple somme, en fait. J'ai une somme sur les variables M, J et S. Donc, M, somme sur M, c'est M va prendre valeur vrai ou faux, J va prendre valeur vrai ou faux, S va prendre valeur vrai ou faux. Donc, j'en fais 2 fois 2 fois 2, donc 8 termes dans cette sommation ici. OK. Alors, première chose, ben, on prend ma probabilité conjointe ici, puis je vais la convertir avec la définition de probabilité conjointe dans un réseau bayésien en un produit des probabilités extraites des tables de probabilité conditionnelle. Okay? Donc, ça me donne P de J sachant A, P de M sachant A, P de A sachant C, P de C, P de S. Ensuite, un truc que je vais faire, c'est que je vais changer l'ordre de mes sommations. Donc, avant, j'avais une sommation sur M, en fait, j'avais une sommation sur S, suivie d'une sommation sur J, suivie d'une sommation sur M. Et donc, une propriété des sommations imbriquées comme ça, c'est que je peux changer leur ordre sans changer le résultat. Okay? Donc, entre autres, je peux sommer sur M en premier, puis ensuite sommer sur J, et finalement sommer sur S. Donc, et on va voir plus tard, là, c'est quoi l'avantage de faire ça. Donc, c'est tout ce que j'ai changé ici. J'ai juste changé l'ordre des sommations. Maintenant, on remarque que dans ce produit de 5 valeurs-là ici, il y en a un seul, en fait, de ces facteurs qui dépend de la variable M. Effectivement, j'ai un M ici, mais sinon, dans les autres termes, je n'ai pas de M. Et à cause de la propriété de distributivité du produit, donc, par exemple, si j'ai 2 fois 3 plus 2 fois 4, la règle de distributivité me dit que c'est aussi égal à 2 fois 3 plus 4. Donc, je peux invoquer cette règle-là pour en fait sortir tous les termes ici, les facteurs, qui ne dépendent pas
de m devant la somme m. Ou d'une autre façon, je peux introduire la somme m à la toute fin, puis mettre ici seulement les termes qui dépendent de m. Donc, c'est ce que j'ai fait à cette ligne-ci. J'ai pris mon terme P de m sachant A égale V, puis je l'ai poussé à droite. Donc, l'ordre des facteurs dans mon produit n'est pas important. Je peux les changer, donc je peux le mettre à la toute fin. Et là, je peux pousser la somme sur m jusqu'à P de m sachant A, puis mettre devant tous les autres termes qui étaient constants par rapport à ma variable m. Okay? Donc, c'est juste une application de la règle de distributivité, mais appliquée sur un nombre arbitraire de termes dans une somme. Okay? Donc, parce que tout ça ne dépend pas de m, je peux les mettre en avant et je peux le multiplier par la somme sur m seulement des termes qui dépendent de m. Maintenant, on remarque que cette somme-là ici, sur m, c'est une somme sur une seule probabilité de distribution de probabilité qui est conditionnelle. Mais puisque je fais la somme sur m, qui est le terme sur lequel on évalue des probabilités, cette somme-là doit nécessairement être égale à 1, parce que c'est des probabilités. Donc, je vais avoir 1 fois plusieurs termes ici. Donc, je peux simplement barrer cette partie-là de mon équation. Et maintenant, je vais continuer de faire ça. Donc, je remarque ici que j'ai un seul terme qui dépend de J. Tous les autres ici ne dépendent pas de J. Donc, je peux les pousser en avant de la somme sur J. Donc, pousser à droite ma somme sur J. Encore une fois, c'est somme sur J de la probabilité de J, sachant A. Les sommes des probabilités doivent être égales à 1. Donc, je peux barrer cette partie-là de mon produit. Et là, il me reste juste ces termes-là ici. Maintenant, on remarque que là, j'ai une somme sur S et là, j'ai plus qu'un terme qui dépend de S. J'ai ce terme-là ici, puis ce terme-là ici, puis malheureusement, il se trouve dans la partie conditionnante. Donc, je ne pourrais pas faire le truc que j'obtiens une somme qui somme à 1. Je pourrais quand même prendre ce terme-là ici et l'envoyer en avant, mais pour faire plus simple, je vais passer tout de suite à une forme explicite sur la somme sur S, c'est-à-dire que je vais prendre mes 3 termes ici, puis je vais remplacer S par sa première valeur qui est vraie, plus, encore une fois, ces 3 termes ici, mais où S va être assigné à faux. Maintenant, je remplace l'ensemble de ces probabilités-là par leurs valeurs associées dans mes tables de probabilité. Donc ici, ici et ici. C'est les 3 tables de probabilité dont j'ai besoin. Et je fais le produit, puis ça me donne ma réponse. Donc, ça me donne mon calcul de probabilité marginale. Alors, on a vu que la probabilité marginale pour cambriolage et alarme, qui normalement, si on utilise la théorie de base des probabilités, devrait nécessiter une somme sur M, J et S, on pouvait la réduire pour obtenir une forme où on avait une somme seulement sur S, donc seulement sur la variable aléatoire séisme. J'ai fait une preuve mathématique de ça, mais en fait, il existe une règle qu'on va pouvoir invoquer qui permet, juste en observant la structure graphique entre les nœuds, entre mes variables aléatoires, d'éliminer les nœuds qui n'ont pas à être impliqués dans le calcul. Donc, cette règle-là, elle dit que c'est possible qu'on peut ignorer les nœuds lorsqu'on calcule des probabilités marginales. On peut ignorer les nœuds des descendants, les nœuds dont les descendants ne sont pas des nœuds observés. Donc, dans notre exemple, on a réussi à éliminer Jean Appel et Marie Appel. Et si on appliquait la règle, bien, effectivement, on observerait que Jean Appel et Marie Appel, ils n'ont pas dans leurs descendants cambriolage et alarme. Cambriolage et alarme, c'est les 2 variables là, qui sont observées, pour lesquelles on évalue des probabilités. Donc, effectivement, à partir de Jean Appel, je ne peux pas suivre des arcs. En fait, il n'y en a aucun d'arc, aucun des descendants. Je ne peux pas suivre d'arc qui me permettrait d'arriver à cambriolage ou à alarme, mes variables observées. À l'inverse, dans le cas de séisme, séisme a comme descendant direct alarme, qui est une des variables observées. Et à cause de ça, on ne peut pas simplement l'ignorer lorsqu'on calcule les probabilités marginales. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on peut regarder notre réseau bayésien, puis si on a une probabilité marginale à calculer sur des variables aléatoires observées, mais ce que je peux faire, c'est juste ignorer les nœuds qui correspondent
qui respectent cette règle-là, c'est-à-dire dont les descendants ne sont pas des nœuds observés, puis faire mes calculs de probabilité marginale seulement à partir des autres variables, donc seulement les autres variables qui sont soit des variables observées ou des variables que je n'ai pas réussi à éliminer. Et finalement, pour ce qui est du calcul des probabilités conditionnelles, bien, étant donné que les probabilités conditionnelles, c'est simplement un ratio entre des probabilités marginales ou conjointes, donc la probabilité d'un événement A sachant un événement B, c'est toujours la probabilité de A et B, donc l'événement A et B en même temps, divisé par la probabilité marginale de l'événement B. Donc, et puisque nous, on est capable de calculer des probabilités marginales ou conjointes dans un réseau bayésien, mais je suis capable de calculer toutes les probabilités conditionnelles possibles qui pourraient m'intéresser. Je suis capable d'obtenir la formule puis de faire ce calcul-là. Cependant, ce qu'on va voir dans les capsules suivantes, c'est que un des avantages du réseau bayésien, encore une fois, ça va être qu'à partir de sa structure en graphe, ça va être possible d'identifier des indépendances conditionnelles, c'est-à-dire d'identifier des variables que je peux éliminer de mon calcul des probabilités conditionnelles parce qu'elles sont conditionnellement indépendantes de la variable pour laquelle je calcule une probabilité conditionnelle. Donc, on va voir différentes règles pour faciliter ce genre de calcul-là et identifier des indépendances conditionnelles dans les prochaines capsules. Et ça va nous permettre en fait de réduire les calculs à faire pour le calcul de ces probabilités conditionnelles.